Bonjour, aujourd'hui on va parler d'électricité. On va d'abord revoir tous les schémas normalisés des dipôles, des générateurs, revoir la convention générateur, la convention récepteur, le voltmètre, l'ampèremètre, les lois classiques, donc la loi d'Ohm, la loi d'additivité des tensions, la loi des mailles, la loi des nœuds, tout ça, la relation entre la puissance et l'énergie. Allez, c'est parti. Donc ici, voilà les schémas normalisés des dipôles. Alors évidemment, il faut faire ça à la règle. Moi, j'ai fait ça un peu à l'arrache avec mon stylet. Euh, Le schéma normalisé d'une pile, vous avez deux barres parallèles et une plus grande que l'autre. On va dire que c'est plus petit, plus grand. D'un côté, j'ai le pôle plus, d'un côté, j'ai le pôle moins. Donc, on peut mettre un N ici au niveau du moins et un P ici au niveau du plus. On verra après qu'on nommera cette tension UPN, avec le plus et le moins. Euh, un générateur, vous pouvez aussi le faire comme ça. Donc là, je mets les deux petits points, ça représente les deux bornes de chaque côté du générateur. Donc G pour générateur, pareil, vous essayez de faire un rond qui ressemble à quelque chose, et ici vous le tracez à la règle. Donc ça c'est un générateur réel. Un générateur réel, si vous le touchez, il chauffe un peu, et on verra tout à l'heure comment modéliser ces pertes par effet Joule, par transfert thermique, par chaleur. Ça, c'est le schéma normalisé d'un générateur de tension idéal, donc un générateur qui ne chaufferait pas et qui donnerait tout le temps la même tension au cours du temps. Donc c'est ça que vous allez surtout utiliser en terminale quand vous allez faire le chapitre sur les condensateurs. Voilà, donc on aurait aussi un pôle plus, un pôle moins, et on aurait une tension E au bord de ce générateur parfait. Un conducteur ohmique, qu'on appelle généralement résistance par abus de langage, normalement un conducteur ohmique possède une résistance. On va voir que c'est le coefficient de proportionnalité entre la tension aux bornes du conducteur ohmique et l'intensité qui le parcourt. Donc c'est un rectangle, pareil, à faire la règle, hein. Et on a deux tiges de chaque côté. On peut aussi mettre des bornes si vous le souhaitez. Une lampe, c'est un rond avec une croix à l'intérieur et une DEL. Donc c'est l'espèce de triangle avec ce trait-là. Et une DEL a un sens passant du courant. Donc le courant I circulera. Ok, ça ne va pas écrire. Voilà. Circulera si il est dans le même sens que votre flèche ici. Si le courant vient de l'autre côté, elle est bloquante, ça ne passe pas et on peut avoir des DEL électroluminescentes. Donc dans ce cas-là, vous aurez des petites flèches comme ça, vers le haut pour indiquer que ça fait de la lumière. Donc ces schémas-là, il serait intéressant de les connaître. Vous avez aussi le voltmètre qui se représente par un rond avec un V dedans. Donc V, un rond, et de chaque côté, à la règle, des petits traits, les bornes si l'on souhaite. Un voltmètre, ça sert à mesurer la tension aux bornes d'un dipôle, donc que ce soit un générateur ou un récepteur. Un voltmètre se branche en dérivation, à cheval sur. Un ampèremètre, ça sera un A dans un rond, pareil, avec de chaque côté des tiges qui sortent, voilà, les deux bornes. Un ampèremètre sert à mesurer l'intensité du courant dans un circuit, il se branche en série. Un circuit en série, c'est quoi? Petit rappel. Un circuit en série, il ne va comporter qu'une seule maille, c'est une boucle fermée, c'est comme un collier de perles et vous enchaînez les perles sur un seul rond. Donc c'est l'exemple que je vous ai mis là. On a un générateur de tension continue, parfait. Et en série, en boucle simple, je suis allée mettre deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2. Ces deux conducteurs ohmiques sont en série. Si je veux un circuit en dérivation, il va falloir avoir au moins deux mailles. C'est comme si vous mettiez quelque chose à cheval sur. Donc par exemple, ici, je vais aller mettre en dérivation sur R1 une autre résistance. Voilà. Donc une autre résistance, un autre conducteur ohmique, pardon, de résistance R3. Là, on a une première boucle, une deuxième boucle. Cette résistance est à cheval sur celle-ci. Donc, on a un circuit en dérivation qui comporte au moins deux mailles. On a rappelé qu'un voltmètre se mettait en dérivation. Donc, imaginez que je veuille mesurer la tension en borne du générateur. J'irai mettre un voltmètre
à cheval en dérivation. Hop, par rapport à ce générateur, voltmètre V. Et un voltmètre va posséder deux sorties. Il y a la borne COM et la borne volt ou millivolt. La borne COM doit être reliée au moins du générateur. Donc en fait de ce côté-là, on aurait la borne COM et l'autre borne, donc la borne volt ou millivolt, suivant votre multimètre, eh bien, serait reliée au plus. C'est pareil, si ici j'avais voulu mesurer la tension, bon, là normalement c'est à faire à la règle, hein, d'accord, je le fais rapidement. Hop, donc je mets un voltmètre, eh bien ce côté-ci le plus proche du moins, j'aurais mis la borne comme ici, ce côté-ci le plus proche du plus, j'aurais mis la borne volt ou millivolt là. Ensuite, si je veux mesurer l'intensité du courant dans le circuit, je dois mettre un ampèremètre. L'ampèremètre se met en série. Donc, par exemple, si je veux mesurer l'intensité du courant ici, je vais aller rajouter un ampèremètre que je vais mettre en bleu. Un grand A à l'intérieur. Et là, c'est pareil, on a deux bornes. La borne COM qui doit être reliée au moins du générateur et la borne ampère ou milliampère. Alors, quand je dis ça, c'est que si vous trompez, vous aurez un moins qui s'affiche. Alors, c'est pas très grave, il suffit d'inverser les fiches, hein, c'est tout. Mais là, quand vous avez un circuit, ça serait quand même bien de le mettre comme il faut. Donc, cette borne-là est reliée au plus, ça serait la borne milliampère ou ampère. Et celle-ci est le plus proche du moins, donc ça serait la borne COM. L'intensité du courant est en ampères, la tension est en volts. Et ça va nous amener à des conventions générateurs ou récepteurs pour placer ces fameuses flèches tension. Parce que je vous ai parlé de tension, la tension va être représentée par une flèche tension et l'intensité du courant va être également représentée par une flèche. Donc on fait ça de suite. Vous devez savoir que l'intensité du courant va du plus du générateur vers le moins. Donc je sors ici, je mets une flèche, comme ça, qui m'indique le sens du courant. Vous pouvez voir le courant comme un flux d'eau, si vous voulez, qui parcourt votre circuit. Donc ça vient là, le flux d'eau va ici, ici, mais votre flux d'eau, vous voyez qu'il a un embranchement. Donc il va aller un petit coup là et un petit coup là, et là il se rejoint. Donc là, l'intensité est la même, mais arrivé à ce nœud, ça s'appelle un nœud, eh bien il va se séparer en un courant I1 ici et un courant I2 ici, ce qui nous amènera à la loi des nœuds que je vais vous refaire après, hein. Donc là, on le sent bien, c'est un gros courant qui arrive là, il va un petit peu là, un petit peu là, donc I est égal à I1 plus I2. Après, là, I1 et I2 se rejoignent pour donner I, donc on aura encore I1 plus I2 qui donne I. Donc l'intensité du courant se schématise de cette façon-ci sur les lignes du circuit. Alors que les flèches tension vont se représenter au-dessus un petit peu comme un vecteur. Je vais le mettre en rose. Si je veux représenter la tension aux bornes du générateur, je vais le représenter par une flèche. Et par convention, cette flèche va dans le même sens que l'intensité I. Pour tout générateur, que ce soit une pile, le générateur de tension continue parfait, le générateur réel, la flèche tension sera placée dans le même sens que l'intensité qui en sort. Donc là, I va vers la gauche et ma flèche tension va vers la gauche. Donc une tension, c'est U. On va dire que j'appelle P ici de ce côté-là, hop, et là, N. Donc ce point P, ce point N. Le bout de votre flèche pointe vers le P, on appellera cette tension UPN. La première lettre que vous mettez ici, c'est celle vers qui pointe votre flèche. Donc ça, c'est la convention générateur. Qu'en est-il des récepteurs? Des récepteurs, donc c'est tout ce qui n'est pas un générateur, c'est les lampes, c'est les conducteurs ohmiques. Donc par exemple, si ici, eh bien, je dis que là, c'est A et que là, c'est B, hein, les deux points qui encadrent mon conducteur ohmique, et j'aimerais bien faire visualiser eh bien, la flèche tension. Je commence par faire une petite droite, un segment entre ces deux points-là.
Je regarde le sens du courant. Le courant va par là et remonte. De toute façon, il était là. Par convention, la flèche tension va en sens inverse pour les dipôles récepteurs. Donc, si le courant va vers le haut, la flèche tension va vers le bas. Là, c'est U, tension. La petite flèche pointe vers le A, c'est U, A, B. De même ici, si j'avais voulu faire visualiser la flèche tension, je fais un segment. Là, je suis sur R3, d'accord? L'intensité va vers la droite, donc la flèche tension ira vers la gauche. Je vais l'appeler U3. Pour celle sur R1, hop, je fais mon segment. Je regarde l'intensité va vers la droite, donc ma flèche tension ira vers la gauche. U1. Voilà. Je vous ai fait un autre schéma ici où j'ai mixé les flèches tension, la visualisation de l'intensité et les voltmètres, les ampèremètres. Donc, ici, on a un générateur de tension réel. On a à ces bornes, donc la borne P pour plus, la borne N pour moins, l'intensité qui sort du plus et qui va vers le moins, donc la flèche tension en convention générateur qui va dans le même sens. On remarque que la flèche tend vers le P, donc c'est U, P, N. Ensuite, ici, j'ai mis une lampe et c'est tout. Sur cette lampe, j'ai mis en dérivation un voltmètre dont la borne com est le plus proche possible du moins et la borne volt, millivolt, est le plus proche possible du plus. L'intensité parcourt la lampe comme ceci, donc la flèche tension par convention est en sens inverse. C'est pour ça que je l'ai mise vers le haut. Ok, I va vers le bas, U va vers le haut, parce qu'on est dans un récepteur qui va recevoir l'énergie du générateur. J'ai noté U, A, B, parce que le bout de la flèche pointe vers le A. Je pense que j'ai suffisamment insisté là. Et ensuite, ici, j'ai mis un ampèremètre qui va permettre de mesurer l'intensité du circuit. La borne com est la plus proche du moins, la borne milliampère ou ampère est le plus proche du plus. On vient de parler d'intensité, donc je vais aller un petit peu plus loin sur cette notion-là. Je vous ai dit qu'on pouvait voir l'intensité du courant comme un flux d'eau qui circule le long du circuit. Et si je vais regarder à l'échelle microscopique ce que c'est que mon intensité, donc dans votre conducteur, là, dans votre fil conducteur, eh bien en fait je verrai des électrons, donc les petits points là ce sont des électrons qui vont traverser une surface, la surface, la section du fil, pendant un certain temps. Donc c'est un espèce de flux, un flux d'électrons. La formule qui s'y rapporte, c'est que l'intensité du courant I, qui est en ampères, serait égale au nombre d'électrons qui passent sur cette surface. Donc N, c'est un nombre d'électrons, hein. C'est le nombre d'entités que vous avez déjà vu dans la formule petit n, la quantité de matière, égale à grand N sur grand Na, le nombre d'Avogadro. Donc N, c'est le nombre d'électrons qui traversent la section S pendant la durée ΔT considérée. E, c'est la charge élémentaire, parce que chaque électron va transporter la charge moins 1,6 coulombs. Okay. Et ΔT, c'est le temps en secondes. Donc en fait, on pourrait aller calculer l'intensité du courant si vous connaissiez le nombre d'électrons qui y passent pendant le temps ΔT sur la section. Voilà. Mais en réalité, la relation qu'on va le plus se servir pour I, enfin qui va relier I et la charge, donc la charge Q, donc I égale à Q sur ΔT, ça on va s'en servir en terminale. Q c'est en coulomb, ΔT c'est en seconde et I c'est en ampères. Donc la charge, en fait, ça serait égal à un nombre d'électrons transportés, quoi. Nombre d'électrons fois la charge d'un électron. On va revoir maintenant les différentes lois que vous avez vues en seconde pour l'électricité et on commence par la loi des nœuds. Elle me dit quoi la loi des nœuds? Eh bien, elle me dit que si j'ai un nœud, comme ici, l'intensité qui arrive à ce nœud, ou les intensités qui arrivent à un nœud, sont égales à la somme des intensités qui en repartent. Donc ici, ça me dit que I est égal à I1 plus I2, tout bêtement. C'est un petit peu de la logique. Ici, I1 serait arrivé là, I2 serait arrivé là, donc on a bien I1 plus I2 qui donne I. Ça se rejoint comme le flux qu'on vient de voir. Voyons maintenant
la loi d'Émaille. Ça correspond à la loi d'additivité des tensions que vous avez pu voir au collège. On considère le circuit en série suivant, composé d'un générateur de tension parfait, avec le pôle plus, le pôle moins, en convention générateur, la flèche tension E. Donc E, en fait, c'est la tension borne d'un générateur de tension continue parfait. Donc la flèche tension est orientée dans le même sens que I. On descend, on a un conducteur ohmique, donc j'aurais pu mettre la résistance R. Comme I va vers le bas, la flèche tension va vers le haut, un deuxième conducteur ohmique. I va dans ce sens-là, vous vous souvenez, c'est un flux, le courant d'électrons. Donc ça va en sens inverse, et là j'ai une lampe, le courant y remonte, donc la flèche tension descend. Bref, on nous dit que la somme des tensions le long d'une maille d'un circuit électrique est nulle. En fait, des tensions algébriques. Algébrique, c'est que ça peut être positif ou négatif suivant une convention. On va orienter votre maille. Moi, je l'oriente dans le sens de I, mais vous pouvez faire dans le sens inverse, ça vous appartient. On la visualise juste. Donc, je vais orienter ma maille dans ce sens. C'est-à-dire que je vais la parcourir dans ce sens-là. Une flèche tension qui ira dans le même sens de parcours sera comptée positivement. Une flèche tension qui ira dans le sens inverse sera comptée négativement. Et la somme de tout ça, ça fera 0. Donc, je commence par là. E. E va dans le même sens. Donc, je la compte positivement. Ensuite, je continue mon parcours et je tombe sur UAB. Moi, je suis censée descendre. UAB monte. Comme elle va en sens inverse, je mets moins UAB. Je continue mon parcours et je vois que UCD va en sens inverse. Donc, je mets moins UCD. Je continue mon parcours et je vois que UF va en sens inverse. Donc, moins UEF. Et tout ça, d'après la loi d'Émaille, c'est égal à 0. On retombe sur ce qu'on avait déjà vu au collège, que E, c'est égal à UAB plus UCD plus UEF. En d'autres termes, que la tension en borne du générateur, c'est égal à la somme des tensions que vous avez dans un circuit en série, en boucle simple. D'autre part, je ne l'ai pas forcément rappelé, mais l'intensité dans un circuit en série est la même en tout point. C'est-à-dire que I ici est la même que là, et la même que là, et la même que là. On passe à la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, elle va être juste pour un conducteur ohmique, ou quelque chose qui chauffe d'ailleurs. Donc un conducteur ohmique est parcouru par un courant I. De ce fait, on verra que ça chauffe. Et bon là, ce n'est pas le problème, on verra ça après, que ça induit une puissance perdue par effet Joule. Mais on va avoir une relation entre la tension U au bord du conducteur ohmique et l'intensité I qui la parcourt. Ce coefficient de proportionnalité, c'est la résistance R du conducteur ohmique. Donc la loi d'Ohm, elle nous dit juste que U, AB, donc aux bornes du conducteur ohmique, est égal à R, la résistance, fois I, l'intensité du courant qui le parcourt. I est en ampères, la résistance est en ohms et UAB est en volts. Et ça peut être représenté, vous l'avez vu en seconde, par la caractéristique d'un conducteur ohmique. La caractéristique, c'est la courbe qui représente U en fonction de I ou I en fonction de U. Je vous la mets pour un conducteur ohmique. Vous devez savoir que donc la caractéristique qui est la courbe UAB en fonction de I, ou I en fonction de UAB, est une droite qui passe par 0, donc c'est une fonction linéaire. Pourquoi? Parce que UAB ici, c'est mon Y, I, c'est mon X, et donc par conséquent, on voit que c'est vraiment du type Y est égal à AX comme en maths, donc linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pour un dipôle inconnu, vous avez l'intensité et la tension, et que vous tracez ce graphique-là et que vous obtenez ce type de courbe, vous pouvez en déduire que c'est un conducteur ohmique. A contrario, là, on va avoir dans le programme de première les caractéristiques des générateurs de tension réels et les générateurs de tension idéaux. On va voir que c'est un petit peu différent. Donc un exemple de générateur de tension réelle, ça peut être une pile ou le rangé dans un rond. Vous avez le pôle plus, vous avez le pôle moins et la flèche tension qui va dans le même sens que l'intensité. Et je vous avais dit qu'un générateur réel, ça chauffait. D'accord? Donc quand ça chauffe, il y a un truc relié avec la résistance, avec la puissance perdue par effet Joule, qu'on va revoir après. Dans le cas d'une source réelle de tension continue, UPN, la tension aux bornes de ce générateur, serait égale à une valeur
E, qu'on appelle aussi la force électromotrice, la FEM. En gros, sur votre pile, c'est ce qui serait marqué. Genre, tu as une petite pile où c'est marqué 1,5 volts. La FEM, c'est 1,5 volts. C'est le grand E. Ça serait la tension dite à vide si la pile ne débite pas et du coup ne chauffe pas. Moins R fois I, donc moins ce qu'on appellera la résistance interne qui est en ohm fois I. Ça, c'est fait pour modéliser le fait que votre pile elle chauffe quand elle va débiter un courant dans un dipôle. Comme je vous dis, tout ce qui est chauffage est modélisé par une résistance. Et pourquoi R fois I? Parce que R fois I, c'est une tension U égale RI, voie d'ohm. Donc, tu as une tension de base, la FEM, ce que tu es censé avoir, moins une tension qui va être entre guillemets perdue à cause d'un effet Joule, à cause d'un transfert thermique, d'une perte sous forme de chaleur. Et ça se répercute sur la caractéristique d'un générateur. Donc, on a tracé UPN en fonction de I, la tension aux bornes de ce générateur en fonction de l'intensité. Et on voit que donc, si I égale à 0, si ça ne débite pas dans un circuit, dans un dipôle, la tension observée, c'est E, c'est la tension idéale, entre guillemets, théorique, la FEM, la force électromotrice que tu aurais, ce qui est affiché sur ta pile. Mais si tu commences à débiter, il y aura une intensité qui va parcourir, d'accord? Parce que les électrons se mettent en mouvement. Et dans ce cas-là, on voit que ça chute. Et que ça, en fait, c'est une fonction affine. On retrouve ce cas de figure-là. Le quotient directeur, c'est égal à la résistance interne. Donc, si tu as envie de connaître la résistance interne de ta pile, tu vas prendre la variation de l'intensité au bord de ta pile en fonction de l'intensité qui parcourt ton circuit. Si tu as un tableau avec U et avec I que tu traces ces droites-là, le quotient directeur te donnera en fait la résistance interne. Donc, juste pour passer de ça à ça, si on trace ici en Y, ce qu'on a fait là, ici en X, eh bien ça sera le P, et ça sera le A. Donc c'est le type Y est égal à AX plus B en maths, une fonction affine, sauf que eh bien là, le quotient directeur est négatif, donc le A sera égal à moins quelque chose. Ça, c'est si votre source de tension, elle est réelle. Si elle est parfaite, ça donne quoi? Je vous présenter ici un générateur de tension idéale, tension continue idéale, comme on avait déjà vu, avec la flèche tension E dans le même sens que I. Et on voit ici la caractéristique, donc c'est ce que j'ai mis en orange. Donc E reste le même, quelle que soit l'intensité du courant dans le circuit. Donc pour une source de tension idéale, on aurait UPN égale à E, quelle que soit l'intensité du courant. Et on va pouvoir du coup modéliser un générateur de tension réel par une association en série de ce type de générateur parfait, une résistance. Je vous mets ça de suite. Donc ici, c'est le schéma normalisé d'une pile, avec le pôle plus, le pôle moins, l'intensité du courant qui sort de la borne plus pour aller vers la borne moins, la flèche tension UPN avec le P dirigé vers le bout de la flèche. Eh bien ça, je peux le représenter par un schéma équivalent, un générateur de tension parfait. Tiens, ici, la flèche tension, elle n'est pas passée. Hop. Donc le E, il est comme ça. Okay. Orienté dans le même sens que I va du plus vers le moins. Et en série, avec celui-ci, j'ai un conducteur omis de résistance petit r, la résistance interne. Donc UPN, ça serait la tension entre le P et le N ici, et à l'intérieur, ceci est modélisé par cette association. Ce qui revient à la formule qu'on avait marquée, que UPN égale à E moins RI. Une autre formule à connaître, c'est la formule qui va relier l'énergie électrique à la puissance électrique. La puissance électrique que l'on note PE, alors vous pouvez juste la noter P, qui va être en watts, qui va traduire la rapidité du transfert de l'énergie électrique, qu'on note E, indice petit e, qui est en joules, reçue par le récepteur pendant la durée delta t. Donc, on a la relation suivante. E, l'énergie, égale à P fois delta t. Encore une fois, P, ça traduit la rapidité du transfert d'énergie. Dans les unités du système international, T, il est en secondes, la puissance est en watts et l'énergie est en joules. Mais comme avec EDF, par exemple, on utilise souvent les kilowattheures ou les wattheures. Donc si ici le temps, vous le mettez en heures,
que la puissance, vous la mettez en watts, eh bien, vous aurez des wattheures. Si vous mettez P en kilowatts, vous aurez des kilowattheures. Et quand je dis des wattheures, ce n'est pas des par heure, parce que là, on a un fois. Donc, cette relation-là est à connaître. Ça peut être utilisé pour les générateurs, pour les récepteurs, d'accord? Donc, pour n'importe quel dipôle. Et si moi, mon dipôle, je me dis que c'est un conducteur ohmique, il se passe quoi? Donc, un conducteur ohmique, ça chauffe, hein, comme je vous l'ai déjà dit depuis tout à l'heure. Donc, ça peut être la résistance de votre grille-pain, la résistance de votre bouilloire électrique, hein, pour faire chauffer l'eau. Je sais quoi, moi? Eh bien, je sais qu'aux bornes du conducteur ohmique, d'après la loi d'Ohm, U égale à RI. OK? Je sais aussi que E, c'est égal à P fois delta T. Je sais que P est égal à U fois I. Donc ça, cette relation, normalement, vous l'avez déjà vue, que la puissance en watts, c'est égal à la tension en volts fois l'intensité en ampères. Cette relation-là, elle est valable pour le générateur ou pour le conducteur ohmique, comme je suis en train de le faire. Je vais peut-être l'encadrer. Hop, donc ça, c'est à savoir. Normalement, vous l'avez revu en enseignement scientifique, ainsi que celle-ci d'ailleurs. Je vais aller coupler celle-là avec celle-ci. Donc, je vais aller coupler la 1 et la 2. Ça me donne quoi? P va être égal à U qui vaut R fois I fois I. Autrement dit, P est égal à R fois I au carré. Cette relation-là, vous devez savoir la démontrer. Oups, et la connaître. Cette puissance, on l'appelle PJ, la puissance perdue par effet Joule, par chauffage, par transfert thermique. Elle dépend de la résistance du conducteur ohmique et de l'intensité qui le parcourt. On pourrait après calculer l'énergie perdue par effet Joule. Donc dans ce cas-là, l'énergie que j'ai notée EJ pour perdue par effet Joule, ça serait égal à la puissance perdue par effet Joule fois la durée d'utilisation du conducteur ohmique. Et donc, on aurait du R I carré fois delta T. Et qui dit perte dit rendement. Imaginez qu'on ait une lampe. Hop. Donc une lampe, son but quand même, quand on en prend une, c'est que ça brille. Les anciennes lampes, elles chauffaient. Donc, moi, je lui envoyais une certaine énergie électrique, une énergie reçue à ma lampe, mais une partie était perdue par effet Joule, par chaleur. Et une seule partie était utile pour qu'elle brille. On définit donc le rendement. Alors certains l'appellent RDT, certains l'appellent R, certains l'appellent état. Alors là j'ai remis état, mais c'est comme vous préférez, on aurait pu mettre R. Eh bien le rendement, c'est égal à l'énergie utile, ce qui va servir par exemple à la lampe à briller, sur l'énergie reçue au total. Ce qui veut dire qu'on a une énergie perdue ici par effet Joule, par transfert thermique. En le multipliant par 100, c'est comme en chimie dans le rendement, vous aurez un rendement qui va aller de 0 à 100%, vous indiquant eh bien, en fait, le taux d'impact de votre transfert thermique des pertes par effet Joule. Pour info, on peut également exprimer le rendement en fonction des puissances et pas de l'énergie. On a vu que E c'est égal à P fois delta T. Donc E utile c'est P utile fois delta T. E reçu c'est P reçu fois delta T. On garde avec la même durée, hein, c'est la même expérience. Les delta T s'en vont en haut et en bas, ce qui fait que le rendement peut aussi exprimer comme le rapport entre la puissance utile par la puissance reçue. On va faire un petit exercice d'application sur les notions qu'on a vues. On a une pile considérée comme un générateur idéal de force électromotrice de tension à vide E égale à 1,5 volts. Donc vous considérez que la petite pile, la bouton que vous avez à l'intérieur, c'est un générateur idéal. La montre, elle, consomme une puissance de 10 microwatts. On vous demande d'exprimer l'intensité du courant fourni par la pile et de calculer sa valeur. On va d'abord faire un schéma de la situation. Ici, j'ai le générateur
de tension parfait continu. Et alors, j'ai pas un dipôle qui représente la montre, donc je vais faire un gros rectangle pour dire que tout ce dipôle-là, c'est la montre. Voilà. Hop. Ici, on va dire que c'est le pôle plus, que c'est le pôle moins. Je mets la flèche tension. On n'a que E et pas UPN, car c'est parfait. Ici, l'intensité va dans ce sens-là, elle va du plus vers le moins. D'après la loi des mailles, je vais aller orienter mon circuit. Je l'oriente comme ça, vous vous souvenez, moi je le fais dans le sens du courant. La flèche tension va dans le même sens. Donc d'après la loi des mailles, je réécris d'après la loi des mailles, E, plus ou moins, on va voir. L'intensité va vers la droite ici, quand il parcourt la montre. Par convention récepteur, la flèche tension pour la montre va en sens inverse. Hop. Je vais l'appeler UM pour U montre. Donc comme ça va en sens inverse, je mets moins UM. Et tout ce beau monde, c'est égal à 0, d'après la loi des mailles. J'en déduis que E est égal à UM. Vous allez voir, ça va nous servir. Ensuite, moi je connais la formule que P, la puissance, est égale à la tension fois l'intensité. C'est un cas général. Je l'applique à la montre parce que la puissance, c'est celle de la montre. La puissance de la montre, c'est égal à l'intensité qui parcourt la montre. Ce truc-là, c'est un M, hein, c'est comme celui-là, fois I. De toute façon, l'intensité dans un circuit en série est la même en tout point. Donc ça, c'est bon. Mais moi, je ne connais pas UM. Enfin, je ne connais pas. Maintenant, je le connais ici. Vous voyez pourquoi j'ai fait ça en premier. J'en déduis donc que P que je connais est égal à E que je connais fois I. Là, vous remplacez pas par les valeurs. Vous vous souvenez qu'il nous faut une expression littérale. Donc, j'ai I qui est égal à P sur E. J'ai bien isolé ce que je voulais. Je peux remplacer. P, donc on a dit 10 microwatts. Micro, c'est 10 moins 6, divisé par E qui vaut 1,5. Mon résultat doit être donné avec deux chiffres significatifs. À la calculette, je trouve 6,66666 10 moins 6. J'arrondis donc à 6,7. On arrondit au-dessus parce que le chiffre d'après, c'est un 6. Vous vous souvenez, quand c'est supérieur ou égal à 5, j'arrondis au-dessus. 10 moins 6 ampères. Si vous avez envie de vous la péter un petit peu, hein, de vous la raconter, vous remplacez le moins 6 par micro et vous dites que l'intensité vaut 6,7 microampères. J'efface tout ça. En question 2, on vous dit que la montre fonctionne pendant 3 ans. Donc ça, c'est votre delta T. C'est une durée. Calculez l'énergie consommée par la montre pendant cette durée. On a vu que l'énergie, c'est une puissance fois une durée. Là, que la durée doit s'exprimer en secondes, que la puissance doit s'exprimer en watts pour que l'énergie s'exprime en joules. Mais qu'on pouvait également, si on voulait, mettre le delta T en heures, le P en watts, pour avoir une énergie en wattheure. Bon. Donc, ça fonctionne pendant 3 ans et on veut l'énergie. On va remplacer par les valeurs. Je vais faire là. E égale à P, donc P, ça vaut 10 micro, donc 10, 10 moins 6, fois delta T 3 ans, mais je dois le mettre en secondes. Dans un an, il y a 365 jours écart à cause des années bissextiles. Donc moi, je mets 365,25. Donc dans un jour, il y a 24 heures. Et dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc ça, c'est pour faire la conversion. Ça fait combien à la calculatrice? Ça me fait 946,728. Je dois garder deux chiffres significatifs. Je vais donc arrondir à 9,5 10 puissance 2 joules. Ça, c'était pour la question petit a. Petit b, calculer la charge électrique qui a été transférée par la pile à la montre durant cette période. Pour calculer une charge Q qui a été transférée pendant une certaine période, la relation qu'on connaît, nous, c'est I égale à Q sur delta T.
D'accord, c'est la seule dans la leçon qui nous est parlé de charge. On va utiliser donc celle-ci. Je vous rappelle les unités. Ça, c'est en coulombs, ça, c'est en secondes, et ça, c'est en ampères. I, on l'a calculé avant. Q, c'est ce qu'on nous demande. Et delta T, on l'a ici. Il faudra encore le remettre en secondes. J'isole ce que je veux. Q est égal à I fois delta T. 6,7 10 puissance moins 6. À la calculatrice, on est d'accord qu'on garde tout le résultat d'avant, hein, tous les 6,6666666 que j'avais. On ne prend pas d'arrondi, même si sur la copie on arrondit. Fois delta t, donc fois 3 ans que je vais remettre en secondes, donc fois 365,25 fois 24 fois 3600. Ok, 365 jours un quart, 24 heures dans une journée, 3600 secondes dans une heure. Ce qui nous fait une charge qui sera exprimée avec deux chiffres significatifs. Donc à la calculette, j'ai 634,37, etc. On a dit deux chiffres significatifs. Donc je vais arrondir à 6,3. 10 puissance 2 coulombs. On pourrait calculer le nombre d'électrons qui sont passés durant cette durée-là. Vous vous souvenez que Q c'était égal à N, le nombre d'électrons, fois E, la charge élémentaire. Donc ça c'est bon pour cet exercice-là. On va en faire un autre où on va avoir le rendement. Voici l'exercice. Les câbles électriques permettent le transport d'électricité. Alors ça sera le programme d'enseignement scientifique de terminale. Vous allez voir tout ce qui est transport d'électricité via les câbles. Et on va vous dire que les câbles vont être à haute tension. Donc, ils possèdent cependant une résistance électrique. Ça veut dire que le câble, il va se mettre à chauffer comme il va transporter l'électricité. Et tout ce qui chauffe, on a vu, c'est un effet Joule. Ça se modélise comme si ça avait une résistance. On observe un phénomène appelé effet Joule. Le transport d'électricité s'effectue à tension élevée grâce à un transformateur. Un câble de 100 km qui va être sous haute tension possède une résistance de 5,000 ohms. Alors ça, les chiffres significatifs, c'est par rapport au rendement, vous verrez, pour avoir quelque chose qu'on n'a pas besoin d'arrondir. La tension mesurée au bornes du transformateur est de 400,0 kV. C'est énorme, hein, juste comme ça. Les tensions des prises électriques, c'est du 220 volts, donc c'est vachement plus grand. Avec une intensité électrique de 50,00 ampères. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on est de l'ordre de 100 milliampères, ça devient déjà dangereux pour vous. Redémontrer la formule permettant de calculer la puissance perdue par effet Joule. C'est parti. On avait vu que une puissance, de façon générale, c'est une tension fois une intensité. Je peux marquer puissance électrique si je veux, avec I en ampères, U en volts, et la puissance en watts. On sait aussi, d'après la loi d'Ohm, que U est égal à R fois I quand je considère un conducteur ohmique ou quelque chose qui se comporte comme un conducteur ohmique, comme là nos câbles électriques. Avec I en ampères, R en ohm, j'ai dit ohm là ou j'ai dit watts? Là c'était des watts, hein, et U en volts. Voilà, on va coupler les deux. Le U qui est là, on va le remplacer par le RI. Du coup, ça nous fait que la puissance perdue par effet Joule, le petit j c'est perdu par effet Joule, c'est égal à R fois I au carré. Et je remets les unités. I en ampères, R en ohm et P en watts. Ça, c'était pour la première question. Ensuite, détermine la puissance électrique fournie par le transformateur. On a encore cette relation-là qui est valable, que ce soit un générateur, un transformateur, ce que vous voulez. Je connais la tension au bord du transformateur et je connais l'intensité électrique dans notre circuit. Donc en fait, j'ai juste à faire U qui est 400 kW, kilovolts, j'y arrivé, à remettre en volts avec un 10 puissance 3 et I 50 ampères. Donc j'ai juste à remplacer. Je vous efface les lignes précédentes. Et là, on n'est pas dans le petit 1, on va être dans le petit 2. Voilà, petit 2.
Donc on sait que P égale à U fois I. La puissance, donc je vais l'appeler transfo. Donc la puissance qui va être fournie par le transformateur, ça est égal à U 400,0 kg, donc 10 puissance 3, fois I 50,00 ampères. Au niveau des chiffres significatifs, j'en ai 4, donc je dois en garder 4 ici. Ça nous fait du 20,00 fois 10 puissance 6 watts. Si vous voulez un petit peu vous la péter et mettre que ça fait 20,00 mégawatts, vous pouvez. Donc ça, c'est comme une tension qui lui serait donnée par un générateur. C'est comme la tension que le câble va recevoir. Ensuite, en petit 3, déterminer la puissance électrique obtenue en bout de ligne. Donc en fait, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, c'est la puissance utile, ce qui va être utile à la fin du parcours du câble. Donc la puissance en bout de ligne, je vais l'appeler la puissance utile. Comment je fais pour la calculer? Je sais ce que j'ai envoyé et je peux calculer combien j'en ai perdu avec les pertes par effet Joule. Donc ce qui va être utile à la fin, c'est ce qui va nous rester. Donc ça va être la puissance fournie par le transformateur moins la puissance perdue par effet Joule. Donc c'est la puissance du transfo moins RI carré. On remplace. Ça me fait 20,0010 puissance 6 moins R 5,000 ohm fois I 50,00 au carré. Et là, ça nous donne 19,99 10 puissance 6 watts. Vous comprenez pourquoi j'avais gardé plein de chiffres significatifs, sinon l'arrondi aurait redonné 20 et on n'aurait pas vu les pertes en fait. Même si on peut déjà appréhender que les pertes sont minimes dans ce cas-là. Hop. Du coup, là, c'est la puissance utile. Ça, c'est la puissance que moi j'ai appelée reçue dans ma formule avec le rendement. On va donc aller maintenant dans la question 4, calculer le rendement du transport sur ces 100 km. J'ai fourni cette puissance. Ce qui est utile, ça va être celle-ci. Et donc, le rendement, ça va être le rapport de... Donc, mon rendement, on avait vu que c'était P utile sur P reçu. Donc, encore une fois, le P reçu ici, ça serait la puissance du transformateur. P utile, c'est ce que j'ai en bout de la ligne. Si je fais le calcul, ça me fait 19,99 10 puissance 6 divisé par 20,00 10 puissance 6. Alors, je ferai x 100 pour l'avoir en pourcentage. Et ça nous donne 99,94%. On en déduit quoi? On en déduit que grâce au transport en haute tension, les pertes par effet Joule sont minimes. Donc c'est quelque chose qui marche plutôt bien, c'est pas étonnant que ce soit ce qu'on utilise. Donc ce qui clôture notre révision sur l'électricité.